Coucou, j'espère que vous allez bien, que vous commencez bien l'année et si ce n'est pas le cas, toute situation évolue et chaque problème a sa solution. Savez-vous que l'on passe en moyenne 1/5 de notre vie à rêver? Même si tu n'as aucun souvenir de tes rêves, sache que nos nuits sont loin d'être un moment sans vie où rien ne se passe. Des pionniers comme Freud et Jung nous ont permis de comprendre que les rêves sont loin d'être insignifiants. En réalité, ils illustrent les préoccupations les plus profondes de notre esprit. En gros, nos rêves sont des fenêtres ouvertes et sans censure sur nous-mêmes. Comprendre le sens des rêves est une préoccupation universelle, peu importe la culture et l'époque. Je te conseille de rester jusqu'à la fin de cette vidéo car je te délivre 3 astuces pour mieux interpréter tes rêves et tu risques de ne pas les comprendre si tu ne regardes pas la vidéo dans son intégralité. Les civilisations antiques étaient persuadées que les dieux s'adressaient à nous à travers les rêves. Des hiéroglyphes assyriens et babyloniens datés de 4000 ans avant Jésus-Christ nous décrivent une société où les prêtres et les rois reçoivent en rêve des avertissements. Au 6e siècle avant Jésus-Christ, le peuple juif était reconnu pour maîtriser la science de l'onirisme, c'est-à-dire qu'ils étaient doués pour déchiffrer la symbolique des rêves. Ils étaient si doués que les Babyloniens en étaient même admiratifs et du coup, ils ont fait appel au prophète Daniel pour interpréter le rêve du roi Nabuchodonosor. Le prophète aurait prédit avec justesse 7 années de la vie du roi. Les Égyptiens vouaient aussi une grande importance à cette science. L'exemple de Joseph, malheureusement vendu comme esclave par ses frères, en est une preuve. Il est passé d'esclave à vice-roi d'Égypte grâce au fait d'avoir réussi à interpréter le rêve du pharaon qui lui prévoyait 7 ans d'abondance et 7 ans de misère. Ça fait beaucoup de chiffres 7 quand même. Les Égyptiens ont d'ailleurs mis en place un système pour comprendre les rêves, qui est d'ailleurs toujours d'actualité dans les textes contemporains. Ils pensent que les rêves reposent sur la théorie des contraires. Par exemple, un rêve heureux annonce un mauvais présage et un rêve malheureux annonce au contraire un futur agréable. La croyance voulait que les rêves proviennent autant des bons esprits que des mauvais. Des sanctuaires étaient construits juste pour rêver là-bas. Les conditions calmes et spirituelles seraient idéales pour favoriser l'interprétation des rêves. La coutume était soit d'ingérer un breuvage à base de plantes ou soit de réciter des incantations juste avant de s'endormir là-bas dans l'espoir d'attirer que de bons esprits. Les Grecs se sont inspirés de cette idée et ont construit près de 300 sanctuaires. Pour eux, 2 divinités interviennent pendant notre sommeil. D'abord Hypnos, le dieu du sommeil. Il enveloppe la personne avec ses ailes pour qu'elle s'endorme. Ensuite, c'est au tour de Morphée, la divinité des rêves, d'intervenir pour communiquer les avertissements et les présages. D'ailleurs, Morphée est la fille d'Hypnos dans la mythologie. 4 siècles avant Jésus-Christ, Aristote annonce déjà ce que le rationalisme scientifique du XXe siècle va théoriser. Les rêves sont la conséquence de causes purement sensorielles. Il explique que les rêves, c'est comme un objet qu'on reflète dans l'eau. Si l'eau est agitée, forcément le reflet de l'objet le sera aussi. Donc si l'esprit du rêveur est troublé, forcément le rêve témoignera de cet état. Les sages chinois prennent en compte la condition physique du rêveur et affirment que la conscience quitte le corps pendant le sommeil pour explorer d'autres mondes. Il est donc extrêmement dangereux de réveiller brutalement un rêveur parce que la conscience et le corps ne sont pas réunis. Dans l'Atharva Veda, un texte sacré hindou, il est dit que seul le dernier rêve est significatif. En moyenne, on en fait 3 à 6 dans la nuit. Pour appuyer cette théorie, il est dit que les rêves travaillent de manière évolutive dans la résolution des problèmes et de la quête de sagesse. La théorie indienne des rêves annonçait déjà la conclusion des travaux de Freud et Jung. C'est souvent le souvenir complètement étrange et lunaire de nos rêves qui nous convainc de leur futilité. Quel lien existe entre toutes ces images absurdes et notre réalité? À l'instar d'une langue étrangère, le monde des rêves devient signifiant qu'une fois qu'il devient décodé. Quand on relève ce défi, une toute nouvelle dimension du sens s'ouvre à nous. Les souvenirs, les émotions, les idées, les personnes, un objet, une mélodie, un paysage, une ambiance, tout ça ce sont les mots du langage des rêves. On l'a tous compris, ils représentent un état d'esprit, une émotion émanant de l'inconscient du rêveur.
Mais à la différence d'une langue étrangère, ces mots varient d'une personne à l'autre. C'est comme si chacun avait sa propre langue. Par exemple, pour tout le monde, une colombe peut faire référence à la paix, mais dans le rêve de quelqu'un, elle peut symboliser une amie, par exemple. Il n'y a pas de grammaire véritablement établie. Ces éléments sémantiques sont liés selon des principes répondant à une logique particulière. Il faut les étudier minutieusement pour en clarifier le sens, par exemple en tenant un journal des rêves. Ou alors, il faudrait se réveiller en plein milieu de la nuit à des heures stratégiques selon le cycle du sommeil pour avoir une mémoire fraîche et ainsi annoter toutes les informations importantes. Mais bon, faut être très motivé pour faire ça. Selon Freud, le rêve a 3 niveaux. Le niveau 1, c'est l'état le plus superficiel de notre inconscient. C'est celui qui est le plus proche du conscient. On y retrouve nos angoisses banales, on a la connaissance des faits, c'est comme une extension de la réalité. Souvent, on pense qu'ils sont insignifiants parce qu'ils se rattachent à notre routine et aux événements courants de la vie quotidienne. À partir du niveau 2, les choses se complexifient. Il constitue la partie animale et primitive et qui, lors de l'éveil, est tenue en laisse par notre conscient. C'est souvent dans le niveau 2 que surgissent nos fantasmes et nos désirs refoulés. Les souvenirs depuis longtemps oubliés peuvent ressurgir et les problèmes profonds se présentent sous une forme totalement étrangère aux situations et événements de la vie de tous les jours. Le rêveur se trouve dans une situation absurde, parler avec des gens ou des créatures étranges, il peut se comporter lui-même d'une façon qui ne lui ressemble pas du tout. Souvent, l'atmosphère est extrêmement étrange et donne profondément envie d'en faire l'interprétation. Dans notre inconscient se trouve un répertoire de mots et c'est justement eux qui vont servir de langage pour les rêves de type niveau 2. C'est typiquement le rêve auquel tu n'as absolument rien compris et que tu as très vite oublié. Les rêves de niveau 3 sont encore plus profonds au niveau de l'esprit. On les appelle les grands rêves. C'est ceux qui nous marquent fortement, qui ne nous laissent pas indifférents. Souvent, ils apparaissent à de grandes étapes de notre vie. Par exemple, le début de l'adolescence, la naissance d'un bébé, une rupture, un deuil, la ménopause ou un déménagement. Mais bizarrement, ils sont aussi simples à comprendre que les rêves de niveau 1. Les rêves de niveau 3 abordent des sujets tels que la mort, la vie, l'amour, la spiritualité, le sacrifice, la transformation ou encore l'héroïsme. Le langage a donc une résonance universelle. Mais la complexité réside dans la réticence à admettre que ces rêves sont porteurs d'un message d'une grande sagesse quasi inaccessible à l'état d'éveil conscient. Les rêves jouent avec les règles conventionnelles de l'espace et du temps. Le physicien allemand Theodor Fechner a dit « C'est un peu comme si l'activité psychologique d'un homme sensé passait de son cerveau à celui d'un fou. » Vous savez, tout à l'heure, on a comparé les éléments du rêve à des mots. Ce qui rend le rêve incohérent, c'est aussi qu'il n'existe pas de conjonction. Vous savez, les ou, quand, parce que, qui, quoi. Tout cela n'existe pas dans le rêve, ce qui fait que la langue des rêves est incohérente. Mais pourquoi on oublie les rêves alors qu'au contraire, ils sont tellement absurdes que ça devrait nous marquer? Plusieurs théories existent. La première est que lorsque l'on se réveille, on est dans un confort, on est dans notre lit, on est dans notre chambre, dans notre maison, ou bref, un endroit qu'on connaît, ce qui fait que cette satisfaction nous amène directement à la réalité. C'est la familiarité du lieu qui nous rassure et qui donc nous ramène à cet endroit. Il se peut aussi que notre esprit encombré et toujours sollicité soit programmé par nature à oublier les rêves pour libérer du stockage afin de vivre la réalité comme si le cerveau humain ne pouvait pas tout encaisser. Ou encore, Freud pense qu'il s'agit d'un mécanisme de défense. Si on se souvenait de tous nos rêves et qu'on les comprendrait, ça aurait forcément une incidence sur notre réalité, les liens sociaux et les relations qu'on entreprend avec les uns et les autres. Il n'a pas tort en vrai. Oublier les rêves serait donc une protection contre les images troublantes, les impulsions et les désirs de notre inconscient refoulé, mis en place par notre cerveau pour préserver une tranquillité d'esprit. Moi, j'ai 2 théories par rapport aux oublis de rêve. La première est qu'au réveil, nous sommes face aux objets de notre réalité, donc ceux qui existent vraiment. Ils sont si palpables et véritables qu'ils nous font oublier ceux qui étaient métaphoriques dans nos rêves. Je pense qu'on est naturellement plus sensible à ce que l'on perçoit par nos sens. La seconde théorie est que la barrière entre notre inconscient et notre conscient est plus ou moins épais en fonction de chacun. Plus elle est épaisse, moins tu te souviens de tes rêves. Moi, je sais que je me souviens assez pas mal de mes rêves. D'ailleurs, je sais que je rêve absolument toutes les nuits. Dis-moi ce que t'en penses en commentaire. Pour finir cette vidéo en beauté, donc je vais te présenter comme prévu les 3 astuces qui te permettront de mieux interpréter les rêves. La méthode de la ressemblance. Freud assimile le crayon à papier à un pénis et le tunnel à un vagin. Bon, c'est très axé sexuel, on sait tous que Freud, il a un problème avec ça, mais vous avez l'idée. Si vous vous entraînez à faire ça avec des objets du quotidien, vous pourrez plus facilement
également comprendre l'interprétation de vos rêves. La méthode du jeu de mots. Surtout dans la langue française, il existe énormément d'homonymes. Je vous conseille de prêter attention aux différents sens d'un mot pour mieux capter ce que le rêve veut vous dire. Le monde onirique adore les jeux de mots. Par exemple, si dans votre rêve vous apercevez un frêne, il est très probable que votre rêve fasse référence au verbe freiner. Ou si vous connaissez quelqu'un qui s'appelle Pierre, sa présence peut se matérialiser par une roche. Et enfin, la méthode de la fonction et du fonctionnement. Lorsqu'un objet apparaît à vous dans un rêve, considérez sa fonction de toutes les manières possibles. Donc pas forcément pendant le rêve parce que vous ne serez peut-être pas conscient, mais si vous vous en souvenez, prêtez attention à ça. Par exemple, pour une paire de ciseaux, il y a la charnière et les lames. Donc cet objet peut nous parler d'inséparabilité. Oui, il faut être perché pour comprendre ses rêves. J'espère que cette vidéo t'a plu, que tu l'as trouvée intéressante et surtout qu'elle a été utile pour toi. On se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. N'hésite pas à mettre un pouce, à t'abonner, à partager si ça t'a plu. Dis-moi ce que t'en penses surtout dans les commentaires, surtout par rapport à mes théories concernant l'oubli des rêves. Je vous souhaite une nuit pleine de rêves. Tu penses que ton prochain rêve sera plutôt de niveau 1, 2 ou 3? Tu me le diras. À très vite!